Eh bien, bonjour à tous les participants. Encore merci de votre présence. Alors, je suis Rachel Reynaud, la directrice de la Chambre de commerce franco-américaine de Floride. Nous sommes une non-profit américaine et nous accompagnons les relations commerciales entre la France et les États-Unis. Notre expertise locale est mise à profit des entreprises françaises à la recherche de conseils et de soutien dans le cadre de leur implantation commerciale aux États-Unis. Alors, je suis très heureuse d'avoir l'occasion aujourd'hui de collaborer avec la Maison Barnes afin de vous présenter le sujet de ce jour, qui est l'impact du Covid-19 sur le marché immobilier à Miami. Alors, sachez que nous avons reçu beaucoup de questions de votre part. Nous vous remercions de votre implication et nous avons donc sélectionné certaines d'entre elles afin d'articuler cette conférence. Alors, nos intervenants feront au mieux pour y répondre. Nous finirons tout de même avec une séance de 20 minutes de questions et réponses pour toutes les questions qui n'auraient pas été abordées après ce séminaire. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter nos intervenants de ce jour. Aujourd'hui, présent avec nous, nous avons Thibaut de Saint-Vincent, président de la Maison Barnes. Bonjour. Bonjour Thibaut. Adam Rodolphi, directeur associé de Barnes Miami. Bonjour. Bonjour Adam. Enzo Rosani, consultant immobilier de prestige chez Barnes Miami. Bonjour Enzo. Bonjour. Et Laura Becht, property manager en charge de la gestion locative chez Barnes également. Bonjour Rachel. Bonjour Laura. Alors merci également de votre présence et de l'opportunité de discuter autour de ce sujet très important. Donc, avant de donner la parole à nos intervenants de choix aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter très brièvement la Maison Barnes, qui a été fondée par Heidi Barnes et présidée par Thibaut de Saint-Vincent depuis plus de 20 ans. Barnes est aujourd'hui la première société internationale d'immobilier résidentiel haut de gamme, totalement intégrée, qui propose à ses clients français et internationaux une offre de services globale et personnalisée au travers de différents métiers tels que la vente d'appartements, de maisons, d'hôtels particuliers, d'immeubles, de châteaux, de programmes neufs et de biens d'exception. Mais également la gestion de biens de qualité et la gestion locative, la location de biens de qualité, pardon. Donc, une vaste palette de services que nous propose la Maison Barnes. J'en profite également pour remercier Barnes International Realty pour leur soutien depuis plusieurs années auprès de la Chambre de commerce franco-américaine de Floride. Merci beaucoup. Et vous êtes un partenaire de choix, donc il était très important pour moi aujourd'hui de vous remercier. Je vais donc donner la parole à Thibaut de Saint-Vincent, président de la Maison Barnes, qui va nous parler de la vision du marché immobilier dans le monde. Alors Thibaut, Barnes est présent dans 60 lieux d'exception. Comment se porte aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, le marché de l'immobilier du luxe ? Oui, bonjour à tous. Oui, Barnes est présent dans une vingtaine de villes internationales situées en Europe, aux États-Unis et dans une quarantaine de lieux de villégiature situés également en Europe, aux USA, dans les Caraïbes et dans l'océan Indien. La crise du coronavirus intervient dans un contexte qui était extrêmement favorable à l'immobilier international haut de gamme. Depuis une dizaine d'années, globalement et partout dans le monde, la demande est supérieure à l'offre, avec toutefois des marchés qui diffèrent en fonction des données politiques, économiques ou de la conjoncture propre à chaque pays. Des marchés qui diffèrent donc d'une ville à l'autre, d'une station balnéaire à l'autre, d'une station de ski à l'autre. Ainsi, le coronavirus est intervenu dans un marché euphorique à Paris et en France en général, dans un marché qui ne demandait qu'à repartir à Londres avec l'avènement du Brexit, dans un marché qui commençait à s'essouffler à Madrid, malgré la forte demande de la clientèle sud-américaine, et dans un marché à Miami qui repartait légèrement à la hausse depuis l'été 2019. Donc la sortie de crise sera donc différente à Paris, à Madrid, à Londres ou à Miami. Elle sera également différente d'un lieu de villégiature à l'autre. Donc, on peut déjà faire le constat que la confiance reste pleine et entière dans l'immobilier de prestige, qui représente la valeur refuge par excellence.
L'immobilier haut de gamme était déjà considéré comme une valeur refuge depuis une bonne vingtaine d'années d'un point de vue financier. Mais avec la crise du coronavirus, tous ont pris conscience que avoir un bien de qualité bien placé, avec une belle vue, une belle terrasse, de beaux volumes, un beau jardin, c'est aussi le meilleur des refuges quand le monde extérieur est hostile. On l'avait oublié, mais la pierre de qualité, ce n'est pas qu'une valeur refuge financière, mais c'est aussi un refuge physique. Et la plupart des acquéreurs en ont aujourd'hui pleinement conscience. Donc, on a reçu de nombreux appels dans toutes les villes où nous sommes implantés d'investisseurs qui se disent prêts à agir rapidement pour acquérir des biens de qualité dont le prix serait intéressant. En parallèle, nous recevons également des appels de particuliers qui nous disent désormais être pressés d'acheter un bien car ils disposent de sommes importantes sur leur compte en banque et ils ne souhaitent pas les y laisser trop longtemps. Par ailleurs, nous continuons à réaliser des ventes dans tous les pays, que ce soit à Paris, également dans le sud de la France, à Biarritz, à Londres ou à Miami. Alors celles-ci sont évidemment beaucoup moins nombreuses et se comptent dans chacune de ces destinations sur les doigts d'une main, mais cela nous permet de constater quand même que l'immobilier haut de gamme survit malgré la crise. Merci Thibaut, merci. Alors une autre question, Barnes a été créé il y a plus de 20 ans et vous avez vous-même plus de 30 années d'expérience à la tête d'importants groupes immobiliers. Avez-vous vu passer plusieurs crises, et vous avez bien évidemment vu passer plusieurs crises, cette crise peut-elle se comparer aux grandes crises précédentes et comment Barnes accompagne ses clients dans cette crise? Oui, alors il est vrai que Barnes ou ses dirigeants ont connu plusieurs crises et deux crises majeures, deux crises d'un niveau mondial qui sont en premier lieu la crise de 92 qui a suivi la guerre du Golfe fin 91. Et 92 a marqué dans le monde entier la fin d'un long cycle haussier pour l'immobilier, avec notamment en France une chute des prix de près de 50% de 92 à 97. En second lieu, la crise de 2008, cette crise financière mondiale qui a vu l'immobilier accuser le coup un peu partout dans le monde avec une chute des prix pour là relativement modérée, de l'ordre de 10 à 20%, et surtout très courte, puisqu'elle a duré de 6 mois à 2 ans selon les pays. Donc la crise du coronavirus est différente des deux précédentes. Différente de celle de 92, car à l'époque, l'immobilier haut de gamme n'était pas considéré comme une valeur refuge, mais il l'est aujourd'hui. Et différente de celle de 2008, où les acteurs principaux, vendeurs, acquéreurs, investisseurs, ne disposaient pas d'autant de liquidités qu'aujourd'hui. Dans ce contexte, nous sommes assez confiants. Nous anticipons, après la sortie de crise, après la période de confinement, un trou d'air de l'ordre de 3 à 6 mois, pendant lesquels il va y avoir une chute des transactions, avec cependant quelques ventes de nécessité ou quelques achats d'opportunité. Pendant cette période et dans un contexte de volume relativement faible, les prix devraient baisser de 5% à 15% selon les destinations et selon la qualité des biens. Après cette période, c'est-à-dire probablement en fin d'année, vers le mois d'octobre ou de novembre 2020, il devrait y avoir un retour des transactions et des volumes avec des prix sans doute légèrement inférieurs au prix d'aujourd'hui. Alors, comment Barnes accompagne ses clients pendant cette crise? Eh bien, les équipes de Barnes ont déjà commencé à le faire dans toutes les destinations où nous sommes implantés. Ainsi, ce client russe qui nous a fait part il y a une dizaine de jours de la nécessité pour lui de vendre 15 biens qu'il possède en France et aux États-Unis, avec la nécessité de vouloir les vendre avant la fin de l'année. Donc, nous avons mis en place une équipe de 5 personnes pour réaliser des avis de valeur et nous commencerons un processus d'appel d'offres auprès d'investisseurs intéressés dès le début du mois de juin 2020. C'est aussi tous ces acquéreurs engagés dans des offres d'achat, inquiets par la situation, qui nous demandent conseil et qu'on accompagne en négociant pour eux un effort auprès des vendeurs, qui est toujours
dans les négociations qui ont eu lieu inférieur à 5% actuellement. C'est aussi ces familles qui possèdent plusieurs biens en France, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, au Portugal, et qui nous demandent de les aider à arbitrer pour leur permettre de récupérer des liquidités. C'est enfin beaucoup d'acquéreurs ou de locataires qui ont besoin de se loger et qu'on accompagne au quotidien. Merci Thibault. Chez Barnes, vous avez une vision globale et mondiale du marché avec 90 bureaux dans le monde. Comment cette vision globale vous aide à accompagner vos clients et investisseurs? C'est vrai que la force de Barnes, dans ce contexte de crise internationale qui touche tous les pays du globe, c'est d'être présent dans 15 pays et sur 60 destinations. Donc, dans chacune des destinations, que ce soit à Saint-Barth, à l'île Maurice, à Marbella, à Biarritz ou à Miami, Barnes dispose de directeurs et d'équipes qui sont autant d'experts locaux. Ainsi, au-delà de l'expertise du marché, ils ont tous accès à de belles opportunités et vous offrent un panel de services qui peuvent vous permettre de réaliser l'acquisition en toute sérénité, que ce soit pour le financement, l'accompagnement de travaux, pour éventuellement gérer leurs biens. Au-delà de l'immobilier résidentiel classique, nous avons également une expertise dans le domaine des vignobles, du golf, du yachting, mais aussi des hôtels qui sont particulièrement touchés par cette crise. C'est vrai que cette expertise locale et ce recul au niveau international nous permet d'apporter les meilleurs conseils à nos clients dans une période où il y a de quoi être dérouté. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Je vais maintenant laisser la parole à Adam Ridolfi, Enzo Rosani et Laura Becht, qui vont nous parler plus spécifiquement du marché de Miami et du marché américain. Mais il m'a semblé important de pouvoir vous présenter un état des lieux à partir de ce que nous vivons sur le terrain dès aujourd'hui et que nous rentrons tout juste dans la crise. Voilà, je vous rappelle que je suis à votre disposition à tout moment, que vous pouvez me joindre par mail. Mon mail vous sera indiqué dans cette présentation. Je vous le communique, c'est tsv@barnes-international.com. Voilà, et je reste à votre entière disposition. Merci à tous. Merci Thibault. Merci pour votre intervention Thibault. Nous allons maintenant donner la parole à Adam Rodolfi, directeur associé chez Barnes Miami. Oui. Bonjour Adam. Bonjour à tous, merci Rachel et merci Thibault pour cette analyse précise du marché immobilier à l'échelle mondiale. Donc, avant de vous donner notre analyse du marché de Miami suite au Covid-19, je souhaitais brièvement vous présenter notre bureau Barnes à Miami. Donc, nous sommes maintenant présents à Miami depuis une petite quinzaine d'années et vraiment nous tirons notre épingle du jeu avec une vision long terme, globale et sur mesure pour nos clients, qui sont d'ailleurs pour la plupart répétitifs. Nous accompagnons tous ces derniers au travers de toutes les étapes de l'avant, pendant et l'après l'achat. Ça peut passer par notre réseau partenaire juridique, comptable ou même de relocation pour les expats ou encore de la gestion d'actifs immobiliers pour les clients investisseurs. Et aujourd'hui, nous avons une équipe d'une vingtaine d'agents, tous multiculturels et multilingues. Et vraiment, nous traitons tous les aspects de l'immobilier, que ça aille du résidentiel au commercial, au programme neuf ou même aux acquisitions d'hôtels. Merci Adam. Je vous propose d'aborder maintenant le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir l'impact du Covid-19 sur le marché de l'immobilier à Miami. Comment le virus a-t-il progressé et quel est le nombre approximatif de cas sur Miami, Adam? Enzo, pardon. À Miami-Dade, nous avons environ 9000 cas recensés de Covid-19 jusqu'à présent, pour un peu moins de 3 millions de résidents. Alors, les habitants de Miami respectent entièrement les consignes de sécurité, donc ils gardent leur distance sociale et limitent leurs déplacements. Et tout cela se fait en portant un masque, car il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est obligatoire pour accéder aux pharmacies et aux supermarchés. Également, je souhaitais en profiter pour remercier nos infirmiers et nos médecins qui font un travail remarquable afin de lutter contre ce virus. Et d'ailleurs, les Américains apportent un soutien massif aux équipes médicales en faisant des dons en tout genre. D'accord. Merci beaucoup, Enzo, pour cette réponse. Et quelle est la position du maire et du gouverneur par rapport au confinement ? Alors, à l'instar de la France, où vraiment l'État a le pouvoir quasi absolu sur toutes les grandes décisions, surtout en période de crise, l'organisation, elle, aux États-Unis, elle est un peu différente. Les décisions sont partagées entre le président, les gouverneurs et les maires. Donc, même si notre président actuel prône pour un déconfinement d'ici une semaine, ce qui est clair, c'est que 90% des gouverneurs sont contre.
et ont clairement dit qu'ils décideront en temps et en heure pour chaque État quand ils ouvriront l'économie à nouveau, ce qui a d'ailleurs beaucoup contrarié ce dernier. Nous concernant à Miami, donc le maire de Miami et le gouverneur de Floride sont, eux, tous les deux de parties différentes et ont deux avis différents. Donc Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, lui s'est positionné comme un partisan de l'ouverture à court terme, car selon lui, nous avons déjà atteint le pic. Il a d'ailleurs attendu de nombreux jours après que l'épidémie soit en circulation pour vraiment ordonner le confinement total. Le maire de Miami, lui, Francis Suarez, a un avis mais totalement différent et vraiment a su agir très rapidement en ordonnant un état d'urgence dès le 14 mars, soit exactement en même temps que la France, et en donnant des consignes de confinement très strictes. Lui-même, en fait, ironiquement, a été infecté par le virus et ça lui a donné une prise de conscience de la réalité de cette pandémie et surtout que chaque jour compte. Et au plus tôt nous mettons en confinement, au plus rapidement nous pourrons reprendre l'activité. Donc, d'ailleurs, il a pris les devants assez rapidement dès le mois de février, bien avant qu'on réalise l'ampleur de la situation en annulant tous les événements majeurs à Miami, comme le Spring Break, l'Ultra ou même l'Open de tennis. Donc, c'est vraiment grâce à un maire réactif et responsable comme ce dernier que Miami est pour l'instant relativement assez épargné d'un point de vue sanitaire, proportionnellement au nombre d'habitants. Et ce n'est pas uniquement grâce au beau temps ou à la chaleur, comme certains tendent à y croire, c'est surtout par une présence de nombreux tests à disposition. Et je pense que s'il avait appliqué à la lettre les conseils du gouverneur, sans croire en ses propres convictions, on serait à un bilan qui serait bien plus grave qu'il est. D'accord. Et où en est l'économie locale? Alors, même si Donald Trump a ce rêve assez idyllique d'ouvrir les États-Unis dès le 1er mai, cela semble fortement compromis durant cette crise. Donc, l'économie, pour l'instant, c'est limité uniquement au commerce essentiel, donc aux supermarchés, aux pharmacies. Par contre, aux États-Unis, de façon globale, la Fed a débloqué une somme sans précédent de 2300 milliards de dollars pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises et justement leur permettre de survivre dans ces prochains mois qui seront très certainement très tourmentés. Donc, le plus connu, c'est le Payroll Protection Program, qui lui vise à faire un prêt aux entreprises qui y qualifient et qui peut devenir une aide ou une subvention si certains engagements sont respectés. D'un point de vue plus local, à Miami, Miami est vraiment très exposé à cette crise sanitaire si on regarde vraiment qui elle touche. Et on se demande quels sont les plus grands employeurs de Miami. Donc, après, évidemment, l'éducation et la santé, l'employeur numéro 1 à Miami sont les deux compagnies majeures de croisière qui sont Carnival Cruise et Royal Caribbean. Donc, tout ce qui est lié au tourisme, évidemment, connaît un impact énorme, que ce soit les croisières, les hôtels, les restaurants, les bars et tout ce qui est lié au entertainment. Donc, évidemment, un secteur très touché, c'est tout ce qui est lié aussi à la logistique. Donc, comme on le sait, à Miami, il y a beaucoup d'entreprises de travel retail, d'aéronautique ou d'import-export. Donc, vraiment, ce sont des secteurs qui sont relativement touchés. Évidemment, et heureusement, de nombreux secteurs divers fonctionnent très bien aussi en télétravail, mais les industries majeures de la ville sont pour l'instant à l'arrêt. Pourriez-vous nous expliquer les changements au quotidien en tant que broker dans le processus des transactions? Alors Rachel, les visites physiques sont interdites et les closings se font maintenant par voie digitale. Également, l'association des agents immobiliers de Floride a mis en place un avenant au contrat d'achat qui permet tout simplement aux deux parties, donc à l'acquéreur et au vendeur, de prolonger si besoin certaines dates clés au contrat. Donc ça facilite énormément les transactions et plus important, ça rassure les vendeurs et les acquéreurs à faire affaire. Merci beaucoup Enzo. Alors je vais passer à l'autre question. En termes d'évolution pour les mois à venir, et même si la situation est incertaine, quels sont les différents scénarios possibles pour le marché de Miami? Alors, en termes de scénario, donc l'immobilier mondial de façon est dans une position très particulière en ce moment et va aussi mathématiquement de pair avec l'économie et la finance. Donc, par contre, une chose que j'ai remarqué, c'est que depuis l'épidémie, le nombre d'acheteurs qui communiquent avec nous par email et par téléphone a bel et bien augmenté et non pas reculé. Et après avoir parlé de ces clients, donc plusieurs choses sont devenues une évidence pour moi. La première, c'est que beaucoup d'acquéreurs disposent encore de fortes liquidités et recherchent des opportunités en période de future baisse, comme on a pu le voir justement en 2008, 2010.
Et vraiment, numéro 2, nombreux de ces derniers qui cherchaient à franchir le pas d'ici un an ou deux, maintenant ont accéléré leur calendrier et me demandent quand sera le bon moment. Donc, si vous voulez mon avis, je trouve qu'il est un peu tôt pour prédire ce qui en adviendra dans les mois à venir. En revanche, nous pouvons projeter 4 scénarios différents. Donc, je vais juste partager avec vous un petit graphe. Est-ce que tout le monde voit le graphe? Oui. Parfait. Donc le premier cas de figure, c'est le cas de figure le plus optimiste, avec la courbe dite en V. Donc, dans ce scénario, l'économie et le tourisme et toutes les industries repartent à la hausse aussi vite qu'elles ont chuté. Au fur et à mesure que le confinement s'éloigne, que soit l'activité immobilière revient à la normale. Et nous pouvons même imaginer qu'il y a eu un surplus de liquidités, pour même créer une mini-inflation qui serait, comme vous savez, l'inflation a toujours un effet très positif sur l'immobilier. Bon, pour que ce scénario arrive, ça suppose que les mesures prises par les gouvernements soient suffisantes pour compenser à la crise et que le virus, évidemment, ne provoque pas une nouvelle phase d'urgence sanitaire l'hiver prochain. Donc, dans ce scénario, tout repartirait sur les chapeaux de roue troisième trimestre 2020 et le créneau pour saisir les bonnes opportunités serait relativement étroit et une grande réactivité sera à prévoir de la part d'investisseurs. Ça, c'est le premier scénario. Le second scénario qu'on pourrait imaginer, qui est vraiment pour le coup le scénario catastrophique, c'est la courbe en L, où là, la récession se transforme en dépression mondiale et aurait un impact sur l'immobilier de façon globale. Dans ce dernier, ça signifierait que les efforts sont trop modestes pour relancer l'économie et on risque de rentrer dans une période de très forte récession entretenue par des spirales de faillites d'entreprises, le retour des foreclosures en masse pour certains propriétaires, dont vraiment cette crise aura été fatale pour leur industrie. Donc, si le prolongement se confine jusqu'à cet été, la consommation mettra énormément de temps à reprendre et le mauvais engrenage sera juste très négatif là-dessus. Mais pour l'instant, rassurez-vous, ce n'est pas du tout le scénario privilégié. Un troisième scénario qui est plausible, c'est la courbe en W. Donc ça, c'est le scénario de la rechute. En clair, il s'agit d'une fausse reprise, principalement liée à une résurgence du coronavirus. Dans ce cas, le confinement reprendrait à un moment donné et le rebond observé, qu'on verrait assez rapidement, serait juste temporaire. Donc il faudrait attendre peut-être jusqu'à fin 2021 pour retrouver les niveaux de prix d'avant-crise. Donc ce scénario est possible. Si on reprend, par exemple, un exemple de celui-là, c'est typiquement la dernière crise qu'il y a eu, surtout en Europe. Donc, en Europe, la crise financière de 2008, qui a été suivie de celle de la zone euro en 2012, a vraiment montré un bel exemple de ce qui peut être une courbe en W. Donc, après avoir remonté la pente entre 2008 et 2010, le prix de l'immobilier en Europe a de nouveau plongé en 2012 en raison de crainte de la dette grecque. Donc, ça, c'est typiquement la crise en W. Et enfin, le dernier scénario qui pourrait être aussi plausible, ça serait la courbe en U. Donc, pour moi, c'est ce que je pourrais considérer comme le scénario du moindre mal. Donc, ce serait qu'après la lourde chute, l'activité mondiale connaîtrait un plancher qui pourrait durer jusqu'à la fin de l'année. Et le déconfinement est alors progressif. Le retour au travail prend finalement plus de temps qu'espéré. Il y a des pertes d'emplois qui sont inévitables, mais aussi beaucoup d'entreprises qui ont accumulé des prêts ou de la trésorerie peuvent tous remployer une plupart de leurs employés, dynamiser leur activité et repartent plus fort. Donc, il faudra encore quelques mois avant que le niveau d'activité retrouve son niveau d'avant-crise, mais on serait dans une dynamique qui a un retour à la normale d'ici l'année prochaine. Donc, la courbe en U, même si elle n'est pas optimale, elle reste quand même très optimiste. Merci beaucoup, Adam, pour ce précieux exposé. Alors, confinement oblige et visite limitée. Comment pouvez-vous continuer à promouvoir les propriétés à distance et quels sont les outils digitaux que vous avez à disposition? Alors, c'est une très bonne question, Rachel. Donc, comme je l'ai évoqué, la plupart des immeubles n'autorisent plus les agents immobiliers à faire de visites. Donc, nous avons dû mettre en place plusieurs outils digitaux pour promouvoir nos mandats. Donc, premièrement, il faut savoir que Barnes est implanté dans plus de 90 bureaux dans le monde. Notre réseau d'interlocuteurs nous permet d'élargir la diffusion de nos mandats et veille aussi à ce que nos propriétés soient présentées à un public qui est mondial. Deuxièmement, en complément de nos investissements au niveau groupe, que cela soit dans des pages de publicité digitale ou presse papier,
Nous faisons également des visites virtuelles pour nos clients via FaceTime, WhatsApp, Zoom. Et nous faisons aussi des tours 3D, des vidéos et des visites personnalisées. Donc, je vais maintenant vous montrer un exemple d'un outil marketing que nous utilisons. Alors, voici un exemple d'une visite virtuelle. Donc, c'est très simple à manipuler. Il vous suffit tout simplement de cliquer. Ceci, c'est le Matterport, donc l'objet qu'on voit dans le miroir. Voilà. Donc, ça vous permet non seulement d'avoir une vue d'ensemble, mais aussi de visiter toutes les pièces de l'appartement. Donc, on peut se balader, on peut sortir sur le balcon pour observer la vue, par exemple. Ensuite, nous pouvons retourner sur une vue d'ensemble. On va repartir dans la chambre principale. Donc, en fait, ces visites virtuelles sont très appréciées par nos clients pour plusieurs raisons. Premièrement, ça permet aux acquéreurs de faire attention aux moindres détails et plus important aussi d'avoir un ressenti sur l'espace, chose qui n'est pas possible avec des photos. Voilà. Ça, c'était l'exemple du Matterport visite virtuelle. Rachel, je ne vous entends plus. Merci Enzo. Mais excusez, quel beau listing. Quelles sont les nouvelles tendances à anticiper dans l'économie qui se dessine sur le marché de Miami? Alors, excellente question, Rachel. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut anticiper. Le premier, qui me paraît un exemple évident, c'est que la plupart des investisseurs aujourd'hui vont chercher une stratégie patrimoniale défensive. Donc, ça veut dire qu'ils vont aiguiller leur position d'investissement vers des valeurs sûres et tangibles, comme l'or, par exemple, ou l'argent, mais surtout dans l'immobilier comme une valeur refuge, dans la mesure où aujourd'hui les marchés financiers et les monnaies sont dans une volatilité qu'on n'a jamais connue. Ça, c'est un premier point. Le second point, ça c'est plus anecdotique qu'autre chose, mais ça dynamise le marché immobilier, c'est qu'on a vu l'exemple en Chine, par exemple, avec une resurgence de divorce de plus de 45% suite au confinement. Donc ça risque de dynamiser l'inventaire de personnes qui mettent leur maison en vente ou qui recherchent des nouveaux appartements à acheter. Donc ça peut avoir un certain impact. Mais le point le plus important, et ça c'est vraiment un argument que je pense et avec quasi-certitude, c'est réellement que le nouveau luxe aujourd'hui, post-Covid-19, sera l'espace. De nombreuses personnes, suite au confinement, je pense, commencent maintenant à se rendre compte de l'importance d'avoir un espace à vivre, un home office digne de ce nom, ou un espace extérieur, ou des belles prestations. Et c'est vrai qu'on a toujours été habitué que le premium était l'ultra-centralité ou la proximité du lieu de travail. Et je pense que cette proximité du lieu de travail ou l'ultra-centralité perdra un peu de sa valeur au mètre carré, du fait que le télétravail maintenant va devenir une réelle norme. Donc que le monde va commencer à prendre goût au télétravail plutôt que le considérer comme une étape passagère. Et du fait que aussi la distanciation sociale risque de durer encore un certain moment. Une fois de plus, je le dis, le nouveau luxe pour l'immobilier sera l'espace. Et ça s'appliquera vraiment pour toutes les villes, parce que beaucoup de personnes et d'entreprises sont en train de réaliser à quel point le télétravail peut être plus productif, cost-effective, avec moins de temps de locomotion, et tout fonctionne très bien, et même parfois même plus efficace qu'aller au bureau. Donc, pourquoi revenir en arrière? Donc, sur cette base, Miami va sûrement être le grand gagnant des villes affectées positivement par la décentralisation de l'emploi. Le marché de Miami, il ne faut pas oublier qu'on est encore à un prix au mètre carré moyen 50 à 60% inférieur aux grandes villes urbaines comme Londres, Paris, New York ou San Francisco. Donc, la grande réflexion de ce confinement, et je pense que la plupart de nos auditeurs qui sont avec nous pourront le confirmer, c'est la prise de conscience de l'importance de la qualité de vie et vraiment le retour aux valeurs essentielles qui importent le plus et de vivre dans un espace ouvert. Et donc, si à prix égal, on peut doubler nos mètres carrés
et en plus, et de passer à une ville sururbanisée, polluée avec une mauvaise météo, à une ville maritime, verte et développée économiquement, avec plus de 200 jours de soleil par an où l'air est pur, et en plus doubler notre qualité de vie en mètres carrés pour le même montant, maintenant que des solutions de télétravail efficaces existent, je pense que la question ne se posera même pas. Sans oublier en bonus que l'équation fiscale qui profite à Miami et juste le fait d'y déménager pour certains US personnes leur permet de rentabiliser leur achat de façon très rapide, juste en quelques années. Parce qu'effectivement, avec ce qu'ils économisent en impôts, dans la mesure où ils peuvent les diminuer de 15 à 20% tout en restant dans le même pays, et maintenant que le fait d'être dans la même ville n'est plus forcément un argument, nous voyons des acheteurs du nord-est américain faire ce choix quotidiennement, et ça, pas depuis récemment, depuis maintenant plus de 18 mois. Merci Adam. Auriez-vous quelques conseils à donner aux acquéreurs? Oui, donc pour moi, Rachel, cette période volatile est favorable aux acquéreurs souhaitant bénéficier d'une baisse de prix temporaire et prêts à saisir des opportunités toujours plus négociables. Il faut savoir que le nombre de ventes en mars 2020 est en hausse comparé à la même période en 2019. Donc cela prouve qu'il y a énormément d'opportunités à Miami. Et en complément de ce que dit Enzo, que vous soyez déjà propriétaire ou sur le point d'acheter, vous pouvez être certain d'une chose, c'est que même avec les différents aléas que nous allons traverser, votre patrimoine à Miami sera un joyau dans les 10 ans à venir. Concernant donc aussi les prix, parce que je pense qu'on a des questions d'auditeurs est-ce que les prix ont baissé ou pas? Alors, pour l'instant, vu que cette crise est quand même une néo-crise, sur le papier, les prix n'ont pas tellement baissé pour le moment. En revanche, la marge de négociation, oui, elle a largement augmenté. Je vous donne un exemple concret. J'ai donc un client de New York qui avait fait une offre juste avant en février sur un bien, une offre un peu agressive. À l'époque, le vendeur ne voulait même pas contrer cette offre. Pas plus tard qu'avant-hier, son broker m'a appelé pour savoir si mon client était toujours intéressé. Et maintenant, on va être sous contrat pour cet appartement qui n'était pas négociable à ce prix il y a encore 2 mois. Donc ça, c'est vrai, mais vu qu'on ne sait pas, comme je vous ai dit, il y a plusieurs scénarios possibles. Le but, c'est d'arriver vraiment les meilleures affaires se feront vraiment au pic de l'incertitude. Et ça, c'est valable pour l'immobilier comme sur les marchés financiers, c'est une vraie consigne. Et Enzo et moi-même et l'intégralité de mon équipe, on observe vraiment le marché à la loupe et on a accès à l'intégralité de l'inventaire et on s'alerte automatiquement à chaque minute dès qu'il y a n'importe quel bien qu'on cible qui baisse, que ce soit pour nous ou pour nos clients. Par ailleurs, n'hésitez pas, suite à ça, à nous contacter à ce sujet. Nos mails apparaîtront à la fin du webinaire et on sera ravis, d'une part, de cibler votre investissement de la meilleure des manières et de deux, s'assurer qu'il soit effectué au bon moment et au moment le plus important selon notre analyse quand on sera vraiment au creux de la vague. Merci, messieurs. Concernant les vendeurs, quelques conseils également pour eux? Oui, donc pour moi, il y a 2 cas de figure à l'heure actuelle. Premièrement, si vous êtes un vendeur, vous avez la possibilité de mettre votre projet de vente en pause pour x, y raison, donc vous n'avez pas le besoin ou la nécessité de vendre. Alors dans ce cas-là, je vous conseillerais d'attendre que la situation s'améliore. Deuxièmement, si vous êtes vendeur et que vous devez vendre, je vous conseillerais de réajuster votre prix de vente au marché actuel. Car si votre bien se trouve sur le marché et ne se vend pas, c'est qu'il est trop cher, malheureusement. D'accord, merci Enzo. En ce qui concerne le marché de la location, quels conseils donneriez-vous aux propriétaires? Je conseillerais tout simplement aux landlords, comme on les appelle aux États-Unis, de se rapprocher de leurs locataires en prenant des nouvelles, tout simplement. Je pense que plus que jamais, la relation humaine est primordiale. J'ai plusieurs cas où les locataires ont décidé de renouveler leur bail d'1 an pour la simple et bonne raison qu'ils étaient ravis de la relation qu'ils avaient avec leur propriétaire ou, en l'occurrence, Laura, leur gestionnaire. D'où l'importance de la gestion locative. Alors Laura Becht, Property Manager en charge de la gestion locative, va revenir sur certains points incontournables, à mon sens, l'importance de la gestion locative. Alors, les loyers des particuliers sont-ils suspendus, Laura?
Alors, premièrement, je voulais remercier Adam et Enzo pour vos retours. Donc, premièrement, je me présente, Laura Belge. Donc, je suis en charge actuellement de la gestion locative au sein de Barnes Miami. Et nous gérons aujourd'hui plus d'une soixantaine de propriétés localisées un peu partout sur Miami, qu'ils soient des biens loués ou même résidences secondaires. Donc, par rapport à la question, alors non, les loyers ne sont absolument pas suspendus. À ce jour, il n'y a aucune mesure ou loi qui n'a été prise. Donc, les loyers sont dus comme d'habitude, hormis s'il y a un accord particulier passé donc, entre un locataire et son propriétaire. Très bien, merci Laura. Le propriétaire peut-il accorder une franchise temporaire au locataire? Alors oui, le propriétaire peut accorder une franchise ou une réduction temporaire de loyer au locataire. Je précise bien temporaire, où il y a aussi une possibilité d'échelonnement de paiement. Donc actuellement, nous avons eu 2-3 demandes où dans le contexte actuel, les propriétaires ont gentiment accepté de faire un geste. Donc c'est vraiment du cas par cas et au choix du propriétaire. Merci beaucoup Laura, merci. La procédure d'expulsion est-elle toujours autorisée? Alors, le gouvernement floridien a décrété que la procédure d'éviction n'est plus autorisée depuis le 18 mars, mais cela c'est pendant 60 jours, c'est-à-dire que cet ordre exécutif se terminerait le 18 mai. À ce jour, nous sommes contents d'annoncer que l'intégralité des loyers ont été réglés. Je vois aussi une autre question par rapport aux avantages de la gestion locative. Alors, en fonction des avantages de la gestion locative, alors avoir une personne en charge de votre bien sur place vous apporte une tranquillité, bien sûr, d'esprit et la certitude qu'en dépit de la situation, il y a un suivi physique entre le locataire et la personne en charge de votre bien sur place. Bien sûr, un propriétaire pourrait assurer lui-même la gestion de son bien, mais s'il en décide d'en laisser la gestion à une maison telle que Barnes, par exemple, celle-ci assurera la gestion courante et se chargera des aspects administratifs, mais aussi juridiques, comme les contrats, la collecte des loyers, les états des lieux, les réparations, mais aussi, en cas échéant, le recouvrement des loyers impayés. Merci beaucoup Laura, merci. Alors, donc nous avons essayé de répondre au maximum de questions. Est-ce que Enzo, Adam, vous avez quelque chose à ajouter avant de passer aux questions-réponses? Je pense qu'on a fait l'essentiel, mais donc aujourd'hui, on a reçu, je pense que Rachel, vous avez reçu quelques questions en amont de cette conférence. Donc, on va répondre aux questions qui ont déjà été posées par nos internautes. Et s'il y a aussi des questions dans le Q&A, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a quand même plus d'une, mais on s'efforcera de répondre à plusieurs. Je vous laisse choisir la première question. Alors, j'ai le marché immobilier neuf est-il à l'arrêt? Certains projets sont-ils reportés? Alors, pour l'instant, donc aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà acheté un neuf, soyez rassurés, tout ce qui est déjà en construction, évidemment, n'est pas du tout impacté parce qu'ils ont déjà eu tous les financements, que ce soit le financement propre ou le financement de banque. Donc, pour tout ce qui est en construction, ça ne sera certainement pas à l'arrêt. Pour ce qui est en vente et qui n'a pas encore broke the ground, donc qui n'a pas encore commencé la construction, dépendant de leur pourcentage de vente, je pense que quelques promoteurs vont choisir entre peut-être annuler la commercialisation et se mettre sur un autre cycle ou continuer s'ils sont confiants qu'ils peuvent vendre durant cette tendance. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas encore été officiellement lancés, ça c'est certain que ces promoteurs-là vont attendre, je pense, le prochain cycle pour les mettre en vente, ça c'est clair. Mais après, pour tout ce qui est déjà en cours, et en conclusion, il n'y aura absolument pas d'impact. Et ce qui n'a pas encore été construit, je pense que s'ils ont, ça c'est une fois juste mon avis, s'ils ont vendu moins de 15% des ventes, je pense qu'ils vont sûrement rendre les fonds
aux personnes qui ont acheté et peut-être se mettre sur un autre cycle. Mais s'ils n'ont pas commencé la construction et qu'ils sont déjà vendus à plus de 30%, je pense qu'ils continueront à aller de l'avant. Et évidemment, j'ai vu une question dans le chat s'il y avait plus de marge de négociation durant ces temps-là. Il est évident que ça s'applique pour le neuf comme pour les reventes. Évidemment, durant ces temps-là, il y aura sûrement des marges à faire, mais c'est du cas par cas. Chaque promoteur pense différemment. Merci Adam. Alors, j'ai une autre question. Concernant les propriétaires, une partie de HOA peut-elle être récupérée sur les semaines de confinement? Alors non, les HOA ne peuvent pas être récupérés durant le confinement. Cela reste comme d'habitude. Ils font bien sûr des petits délais, des petites exceptions en fonction des jours. Ils ne vont pas demander le premier exactement, mais les HOA sont dus en temps et en heure. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on prend une autre question? Est-ce qu'on a encore le temps de prendre une autre question? Alors, je vois quelques questions. Donc, je vais regarder donc, par ordre. Donc, il y a une, là, je regarde juste la dernière. Donc, pourriez-vous nous donner le prix au mètre carré moyen à Miami et le salaire moyen? Alors, le salaire moyen, ça, on n'a pas ces chiffres, mais on pourra vous les communiquer par email. En revanche, pour le prix au mètre carré, alors Miami, c'est pas une ville comme Paris ou New York où c'est un prix qui est assez global. Selon les quartiers, les prix peuvent varier de $3 000 du square feet donc, à 30 000 pour certains quartiers. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une question de quartier et on ne peut pas globaliser. Mais si on prend le coût moyen sur un immeuble avec des prestations haut de gamme, on va être sur Miami Mainland, on va être autour des des $700, voire un peu moins, voire un peu plus selon le projet. Et sur Miami Beach, on va être quelque part entre 1200 et $2000 du pied. D'accord. Adam, voyez-vous une autre question? Alors, il y a une question aussi par rapport au coût de la gestion locative via Barnes. Donc, ça, c'est vraiment à la carte en fonction de votre bien. Ça dépend du nombre de chambres et tout ça. Donc, vous pouvez me contacter à l'email l.becht, donc B-E-C-H-T, @barnes-international.com et je serai ravie de vous répondre avec cette question. Nous enverrons un email à tout le monde avec les coordonnées de tout le monde pour être sûr que tout le monde ait vos coordonnées. Alors, si je regarde encore des questions, parce qu'il y en a quelques-unes. Donc, ça, c'est une question qu'on a déjà répondu, que je pense que la personne est arrivée après. Il y a une personne qui demande. Il y a 3 questions donc, pour les acheteurs, vaut-il attendre d'acheter dans ces semaines à venir ou septembre-octobre? Donc, ce que je disais dans ma réponse, dans mon analyse précédente, c'est qu'aujourd'hui, il est impossible de savoir si on sera dans une courbe en U, W, L ou V. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le rebond peut être immédiat comme il peut être prolongé. Et après, c'est une question aussi de négociation parce que, comme vous savez, les prix de l'immobilier ne varient pas aussi volatilement que les prix en finance. Donc c'est vrai qu'après, la marge de négociation, elle peut être plus accrue à certains moments ou d'autres. Donc, je pense que c'est vraiment, ça c'est assez global que ce que je dis, mais ça sera le meilleur moment pour acheter, ce n'est pas à un mois précis ou à une date précise, ce sera plus quand on sent qu'il y a le plus gros pic de l'incertitude. Et aussi, comme on voit, il y a de la volatilité sur Wall Street, il y a aussi de la volatilité sur le marché du Forex. Donc aussi, il y a beaucoup de monnaies qui sont en train de changer conséquemment vis-à-vis du dollar, donc qui peut motiver aussi des propriétaires à vendre avec plus de marge. Le meilleur exemple, c'est le Real qui était à $3,50 en début d'année, qui est maintenant à $5,50. Donc ça, évidemment, pour un vendeur brésilien, il aura beaucoup plus de motivation à vendre à un prix plus bas parce qu'il s'y retrouve sur le taux de change. Donc ça peut être aussi un argument. Très bien. Y a-t-il une autre question? Donc on voit, il y avait une question sur les mortgages. Donc sur les mortgages, aujourd'hui, c'est difficile de prévoir quelle va être la suite parce que d'une part, aujourd'hui, la Fed a évidemment baissé leur taux, mais ça n'a absolument, et ça j'ai eu cette discussion avec de nombreux banquiers,
très peu d'impact sur les mortgages pour les particuliers. Donc, il peut arriver 2 scénarios sur les mortgages. Le premier scénario, c'est qu'on est comme en 2008, il va avoir on va chercher à relancer l'économie et à faire des mortgages beaucoup plus bas, avec des taux beaucoup plus bas. Et ça s'applique plus pour les résidents, pour justement relancer l'économie. Ou scénario cata, le risk management des banques va se dire on est dans une période très incertaine, on va prendre on va pas prendre tous les risques, donc on va mettre un taux plus élevé. Donc ça, c'est 2 scénarios qui sont possibles, mais pour l'instant impossible de dire. Et la même personne a posé la question sur la fermeture des frontières. Donc la fermeture des frontières, c'est juste quelque chose de temporaire. D'une part, je sais qu'il y a eu toute la presse, ça concerne juste les demandes de green card, ça ne concerne pas les visas. Ça ne concerne pas le ESTA, donc la fermeture des frontières. Il n'y a pas de fermeture de frontières aux États-Unis. C'est juste que Trump, pour l'instant, a suspendu les demandes de green card. Merci, Adam. Souhaiteriez-vous prendre une autre question ou est-ce qu'on est un petit peu short on time? Nous avons un petit peu dépassé le temps imparti. Nous allons donc devoir terminer ce webinaire. Les intervenants sont bien entendu à votre disposition pour toute autre question via leur adresse email. Je vous enverrai personnellement un email à vous, tous les participants, avec les coordonnées de tout le monde. Est-ce que Laura, Enzo, Adam, vous souhaiteriez ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit? Je pense que tout est dit. Tout a été dit. D'accord. Eh bien, je remercie tout le monde pour votre participation. Merci également à l'équipe de Barnes Miami, Laura, Enzo, Adam, et puis Thibaut qui nous a quittés. Donc, sachez que nous allons reproduire le même séminaire en anglais la semaine prochaine, le 29 avril à 10h. Nous avons également un autre séminaire le 6 mai à 10h, les nouveaux développements. Donc, comment profiter de la conjoncture dans le cadre de l'acquisition de programmes neufs à Miami. Et le 8 mai à 10h, celui-ci sera dirigé en anglais, Invest Abroad, investir à l'étranger. Voilà, merci à tous, prenez soin de vous et bonne fin de journée. Merci, merci. Merci Rachel, merci à tous. Au revoir, merci.